Dans la nuit du 18 juin 2014, dans un quartier tranquille de banlieue à Jacksonville, en Floride, ce qui semblait être une soirée ordinaire s'est transformé en une confrontation mortelle. Harold Matthews, un policier à la retraite et un membre respecté de la communauté, a été retrouvé abattu dans son propre salon. Le premier rapport évoquait un vol qui avait mal tourné, mais la réalité était bien plus sinistre. Au fur et à mesure que l'enquête avançait, une toile de mensonges et de trahisons a commencé à se dévoiler, menant à une révélation choquante, une liaison secrète entre Harold et sa belle-fille. Jennifer Matthews, qui avait traîné dans l'ombre pendant des années, avait 35 ans et était toujours fière d'être la colle qui maintenait sa famille unie. Ses journées étaient remplies de routines que n'importe quelle femme au foyer des banlieues reconnaîtrait. Déposer les enfants à l'école, faire les courses, garder la maison en ordre et s'assurer que son mari, Mark Matthews, avait tout ce qu'il lui fallait. Mark était un agent immobilier à succès, bien connu à Jacksonville pour son charme et son talent à conclure des affaires. Il travaillait souvent tard, assistait à des événements de réseautage ou visitait des propriétés. En 2008, alors que Jennifer s'occupait de la maison et de leurs deux jeunes enfants, Emma et Lucas, un drame a frappé la famille Matthews. Harold Matthews, le père de Mark, a perdu sa femme à cause d'un cancer. Harold avait toujours été un homme stoïque, ses années en tant que policier lui ayant appris à cacher ses émotions, mais la perte de sa femme l'a brisé d'une manière qu'il ne pouvait même plus dissimuler. Il a commencé à passer plus de temps chez Mark et Jennifer, cherchant le réconfort de la famille pour combler le vide laissé par la mort de sa femme. Derrière, Jennifer, toujours pleine de compassion, a pris sur elle d'être là pour Harold. Elle l'invitait à dîner, préparait ses plats préférés et l'écoutait se remémorer sa défunte femme. Elle considérait que c'était son devoir de le soutenir, surtout depuis que Mark semblait s'éloigner, accaparé par son travail et la pression de subvenir aux besoins de la famille. Harold, de son côté, trouvait du réconfort dans la présence de Jennifer. La première fois qu'il l'a regardée avec quelque chose d'autre qu'une affection paternelle, ça l'a surpris. Surprise, c'était une soirée fraîche de décembre 2009 quand Jennifer a enveloppé Harold d'une couverture alors qu'il était assis sur le porche après le dîner. Elle s'était penchée pour réajuster la couverture et leurs regards s'étaient croisés. Il y avait eu une étincelle, un moment de connexion tacite qu'ils ne pouvaient pas ignorer. Ils avaient rapidement détourné le regard, mais la graine était plantée. Les mois ont passé et la tension non dite entre eux a grandi. Jennifer se surprenait à attendre les visites de Harold plus que de raison. Elle se surprenait à le faire. Elle rêvait de lui puis chassa vite ses pensées, gênée par la direction que prenait son esprit. Harold aussi avait du mal, il savait que c'était mal. Jennifer était sa belle-fille, la mère de ses petits-enfants. Mais les sentiments qu'il avait enfouis depuis la mort de sa femme ressurgissaient d'une manière qu'il n'avait pas anticipée. Ce n'est qu'au printemps 2010 que les choses ont pris une tournure différente. Un soir, après que Mark soit parti en voyage d'affaires, Harold est resté tard chez lui, a aidé Jennifer à réparer un robinet qui fuyait. Les enfants dormaient et la maison était silencieuse pendant qu'ils travaillaient ensemble dans la cuisine. Leurs mains se frôlaient et sans réfléchir, Harold s'est penché et a embrassé Jennifer. Elle a reculé, choquée, mais ce baiser avait allumé quelque chose en eux deux, qui ne pouvait pas s'éteindre facilement. Cette nuit-là, ils n'ont pas parlé de ce qui s'était passé, mais l'air était lourd de tension. Harold est parti peu après, mais aucun d'eux ne pouvait oublier le baiser. Au cours des semaines suivantes, ils se sont évités, essayant de faire semblant que rien n'avait changé, mais l'attirance entre eux s'ils était trop fort, et à l'été 2010, ils ne pouvaient plus résister. Leurs rencontres devenaient de plus en plus fréquentes, chacune plus audacieuse que la précédente. Ils prenaient soin de se voir toujours dans des endroits où personne ne pouvait les reconnaître. Chez Harold, quand Mark était en voyage ou dans des coins isolés de la ville où personne ne les connaissait. Pendant des années, ils ont entretenu cette liaison, tous les deux conscients des conséquences, mais trop pris dans le piège pour arrêter. Harold se sentait vivant à nouveau, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis la mort de sa femme, et Jennifer trouvait en lui. Harold a trouvé un réconfort que Mark ne lui offrait plus. Le 2 mars 2014, Jennifer et Harold se sont rencontrés dans un motel à la périphérie de Jacksonville, un endroit qu'ils avaient découvert par hasard quelques mois plus tôt. Le motel était petit, en mauvais état et suffisamment éloigné de la ville pour qu'ils ne croisent probablement personne qu'ils connaissaient. Ils l'avaient utilisé pour leur rencontre, payant en liquide et utilisant de faux noms pour éviter de laisser des traces. C'était un dimanche après-midi et le soleil commençait à se coucher quand Jennifer a garé sa voiture dans le parking en gravier du motel.
Elle a jeté un dernier coup d'œil à son téléphone pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'appel ou de message manqué de Mark. Puis elle a glissé le téléphone dans son sac à main et est sortie de la voiture. Harold l'attendait déjà. Il s'était enregistré plus tôt sous le nom de John Smith, un nom si commun que c'en était presque risible, mais ça faisait le job. En entrant dans la pièce, Harold lui a adressé un sourire rapide, mais il y avait une tension sous-jacente dans ses yeux. Il se retrouvait comme ça depuis des années, mais chaque fois, c'était toujours chargé d'une certaine risque d'être découvert pendant un moment. Ils ont parlé de choses banales, comment allaient les enfants à l'école, les dernières affaires immobilières de Mark, mais finalement, la conversation a dérivé sur l'affaire. Harold pensait à la terminer, inquiet qu'il pousse leur chance. Jennifer avait aussi ses doutes, mais l'idée de perdre Harold lui faisait plus peur que le risque d'être pris. Elle a essayé de le convaincre qu'ils pouvaient continuer, qu'ils étaient assez prudents, mais Harold n'était pas si sûr. Après leur rencontre, Jennifer est rentrée chez elle. L'esprit en ébullition, quand elle est rentrée chez elle, Jennifer a trouvé Mark assis dans le salon, fixant la télé sans vraiment la regarder. Son expression était distante, et il a à peine réagi quand elle est entrée. Jennifer a remarqué la tension dans sa posture, comme s'il était sur les nerfs, mais elle n'a pas voulu en parler. Elle pensait juste qu'il était stressé par le boulot, sans se douter que les soupçons de Mark commençaient à s'installer. Sans que Jennifer ne s'en rende compte, Mark avait remarqué des changements dans son comportement ces derniers mois. Elle était devenue plus secrète. Toujours en train de trouver des excuses pour sortir de la maison, et il l'avait surprise au téléphone plusieurs fois, coupant rapidement l'appel quand il entrait dans la pièce. Mark n'était pas du genre à tirer des conclusions hâtives, mais les signes étaient là, et il ne pouvait pas les ignorer. Pendant que Jennifer faisait son petit rituel du soir, préparant le dîner, aidant les enfants avec leurs devoirs et les préparant pour le coucher, elle essayait de mettre de côté ses inquiétudes, mais ce sentiment lancinant restait là. Cette impression que tout ce qu'elle avait tant travaillé à cacher était en train de se défaire. C'était un samedi après-midi comme les autres, quand Mark Matthews est tombé sur la clé qui allait briser l'illusion de son mariage. Jennifer avait laissé son sac à main sur le comptoir de la cuisine pendant qu'elle était dehors dans le jardin avec les enfants. Mark, à la recherche de quelques billets pour payer le jardinier, a fouillé dans le sac et a senti le métal froid et inconnu d'une clé. Il l'a sortie, perplexe par son apparence. Ce n'était pas une clé qu'il reconnaissait, certainement pas pour leur maison, leur voiture ou quoi que ce soit d'autre qu'il connaissait. L'esprit de Mark a commencé à... Pourquoi Jennifer aurait-elle une clé qu'il ne connaissait pas? Une suspicion sournoise qui le rongeait depuis des mois a soudainement pris racine. Il ne l'a pas confrontée tout de suite. Au lieu de ça, il a glissé la clé dans sa poche, décidant d'enquêter un peu plus avant de faire des accusations. Ce soir-là, il était plus silencieux que d'habitude. Observant Jennifer de plus près pendant qu'ils suivaient leur routine habituelle, le dîner avec les enfants, les coucher, puis se poser sur le canapé pour regarder la télé. Jennifer ne semblait pas s'en rendre compte. Un changement chez lui, ou si elle en avait un, elle ne le montrait pas. Dans les jours suivants, Mark est devenu de plus en plus parano. Il a commencé à fouiller le téléphone de Jennifer quand elle ne regardait pas, à scruter ses messages à la recherche de quelque chose de louche. Mais Jennifer était prudente. Elle supprimait tous les textos ou appels compromettants. En revanche, il avait un indice physique, quelque chose qu'il pouvait suivre. Le 22 mars 2014, pendant que Jennifer était sortie faire des courses, Mark a pris la clé et s'est rendu chez un serrurier local. Le serrurier, un homme dans la cinquantaine avec une barbe grisonnante, l'a examiné. Avec précaution, c'est pour une vieille serrure, dit-il en faisant tourner la clé dans ses mains. Pas un truc qu'on trouverait dans une nouvelle propriété, peut-être un motel ou un vieux bâtiment. Le cœur de Mark s'est enfoncé. Il a remercié le serrurier et est parti, l'esprit en ébullition avec des pensées sombres. Une clé de motel? Pourquoi Jennifer aurait-elle une clé de motel? Les réponses semblaient évidentes, mais Mark avait besoin de preuves. 6 avril 2014, Jennifer et Harold se voyaient de moins en moins souvent depuis que Mark avait trouvé la clé, tous les deux devenant de plus en plus méfiants à l'idée d'être surpris. Le désir de se retrouver était trop fort, et ils ont organisé un autre rendez-vous au même motel qu'ils utilisaient depuis des années. C'était un dimanche soir pluvieux quand ils sont arrivés, tous les deux nerveux et sur les nerfs. Ils se sont assis à la petite table, Harold jouant avec son alliance, une habitude qu'il n'avait jamais pu abandonner, même après la mort de sa femme. Finalement, Harold a brisé le silence en exprimant le besoin de mettre fin à sa liaison avec Jennifer. Il a partagé ses inquiétudes, la voix basse mais ferme, au sujet des dangers qu'ils encouraient, qu'ils jouaient avec le feu et que ce n'était qu'une question de temps avant que quelqu'un ne découvre leur secret.
Jennifer, remplie de peur, regardait Harold avec des yeux écarquillés. Elle peinait à l'idée d'arrêter leur liaison, exprimant son profond attachement pour lui et sa réticence à perdre ce qu'ils avaient. Malgré ses sentiments, Harold restait ferme. Il soupira en se frottant la tempe, comme s'il essayait de chasser un mal de tête, et reconnut qu'il tenait aussi à elle. Cependant, il souligna les dangers, surtout si Mark ou les enfants allaient en découvrir ça. Il lui rappelait que même s'ils avaient eu de la chance jusqu'à présent, on ne pouvait pas compter sur la chance indéfiniment. La conversation est devenue tendue, Jennifer suppliant qu'il continue et Harold insistant pour qu'il s'arrête avant de détruire leur famille. La tension entre eux était palpable, chacun luttant contre ses propres désirs et la réalité de leur situation. Le 10 avril 2014, Mark a décidé d'engager un détective privé. Il n'avait jamais rien fait de tel. Comme ça avant, mais le doute et la suspicion le hantent jour et nuit. Le détective privé, un ancien flic nommé Tom Grayson, était connu pour sa discrétion et sa minutie. Mark l'a rencontré dans un petit dîner à la périphérie de la ville, loin de quiconque pourrait les reconnaître. Tom a écouté attentivement pendant que Mark exprimait ses inquiétudes, hochant la tête en prenant des notes. Tom a ensuite informé Mark qu'il aurait besoin d'une semaine, peut-être 2, pour rassembler les preuves que Mark recherchait. Il a rassuré Mark d'un ton professionnel en disant que si Jennifer était impliquée avec quelqu'un d'autre, ils découvriraient la vérité. Mark a remis une enveloppe manille contenant des photos de Jennifer et une clé de motel, soulignant son besoin de connaître la vérité. Sa voix était tendue, reflétant le poids de la situation. Tom a accepté l'enveloppe en assurant à Mark qu'il aurait bientôt des réponses. La semaine suivante, l'anxiété de Mark s'est intensifiée. Il essayait de rester normal autour de Jennifer, mais la tension entre eux était palpable. Elle a remarqué son comportement étrange, mais l'a mis sur le compte du stress au travail. Sans se douter que chacun de ses mouvements était surveillé, le 18 avril 2014, Tom a livré les preuves que Mark redoutait. Des photos de Jennifer et Harold, prises quelques jours plus tôt, les montraient ensemble au motel. Le cœur de Mark s'est effondré en feuilletant les images, chacune étant un coup de poignard à sa fierté déjà blessée. Il n'y avait plus à nier, sa femme avait une liaison avec son propre père. Mais malgré la rage qui bouillonnait en lui, Mark a gardé son calme. Il devait réfléchir, planifier sa confrontation avec Jennifer ou Harold. L'adrénaline du moment pourrait mener à un désastre. La soirée du 2 mai 2014 était étrangement calme chez les Matthews. Mark retenait sa colère depuis des semaines, attendant le bon moment pour confronter Jennifer. Le dîner était silencieux. Les enfants discutèrent de leur journée pendant que Mark et Jennifer échangeaient à peine quelques mots. Une fois les enfants mis au lit, Mark a décidé qu'il était temps de confronter Jennifer. Il l'a appelée dans le salon, son expression grave. Jennifer, ferme, sentant que quelque chose n'allait pas, s'est assise sur le canapé sans hésiter. Mark a sorti les photos qu'il avait rassemblées et les a jetées sur la table basse devant elle. Sa demande d'explication était froide et maîtrisée, laissant peu de place au déni. En regardant les photos, la couleur s'est évaporée de son visage. Des larmes lui montaient aux yeux en réalisant combien Mark en savait. Elle a essayé de parler, de commencer à expliquer, mais Mark l'a coupée net, faisant bien comprendre qu'il ne voulait pas entendre quoi que ce soit. Justification demandant de savoir depuis combien de temps elle se tapait son père derrière son dos, Jennifer a éclaté en sanglots en confessant tout. Elle a supplié pardon, jurant qu'elle aimait encore Mark et qu'elle avait fait une terrible erreur. Mais Mark était au-delà de ses paroles. Il est sorti en trombe de la maison, laissant Jennifer seule avec sa culpabilité et sa peur. Il a conduit pendant des heures, l'esprit en ébullition entre colère, trahison et envie de vengeance. Quand il a enfin arrêté, il s'est retrouvé devant la maison de Harold. La vue de sa maison familière le remplit de rage. Il frappa à la porte et quand Harold répondit, la confrontation dégénéra en une violente dispute. Mark accusa son père de trahison ultime, et Harold, pris au dépourvu, tenta de se défendre. Mais la colère de Mark était incontrôlable. La bagarre devint physique, les deux hommes se battant avant que Mark ne parte finalement, jurant de se venger. La peur que Mark puisse passer à l'acte hantait Jennifer. Elle ne l'avait jamais vu aussi enragée, et le souvenir de son explosion la troublait. Secouée, elle a confié à sa meilleure amie Sarah, une femme qu'elle connaissait depuis la fac. Elles se sont rencontrées dans un petit café le 15 mai 2014, où Jennifer a vidé son cœur, révélant sa liaison et la confrontation avec Mark. Sarah était sous le choc en digérant ce que Jennifer venait de lui dire, son expression mêlant inquiétude et incrédulité. Elle a conseillé à Jennifer de partir,
en l'avertissant que Mark était dangereux dans son état actuel et qu'on ne pouvait pas prédire ce qu'il pourrait faire. Jennifer, cependant, était déchirée par l'idée de quitter. Mark voulait non seulement mettre fin à son mariage, mais aussi bouleverser la vie de ses enfants. Elle a partagé sa peur et son incertitude avec Sarah, avouant qu'elle avait peur, mais qu'elle ne voulait pas faire de mal aux gamins. En réponse, Sarah a tendu la main à travers la table et a pris la main de Jennifer, soulignant l'importance pour Jennifer de se protéger elle-même et ses enfants. Elle a insisté sur le fait que si Mark était aussi en colère que Jennifer le décrivait, elle devait être prête à tout ce qui pourrait arriver. Jennifer a hoché la tête, mais au fond d'elle, elle n'était pas vraiment rassurée. Bien sûr, elle pouvait aller jusqu'au bout. Elle était piégée, paralysée par sa culpabilité et sa peur, incapable de voir une issue. La colère de Mark grandissait, le rongeant jour après jour. Il n'arrivait pas à se défaire des images de Jennifer et Harold ensemble, et plus il y pensait, plus il voulait les faire payer tous les deux. D'ici le 5 juin 2014, ses pensées étaient devenues plus sombres et il a commencé à planifier minutieusement sa vengeance. Il a acheté une arme à un dealer louche en périphérie de la ville, une transaction rapide et introuvable. Mark savait assez pour couvrir ses traces. Il a suivi ses traces pour s'assurer qu'il n'y avait aucune connexion entre lui et l'arme. Il avait rangé le pistolet dans une boîte verrouillée dans le garage, caché sous un tas d'outils et de cartons vieux de plusieurs années. Chaque jour, alors qu'il poursuivait sa routine habituelle, l'esprit de Mark était obsédé par les détails de son plan. Il le répétait sans cesse dans sa tête, visualisant chaque étape, chaque scénario possible, jusqu'à ce que ça devienne une seconde nature. Le jour tant attendu est enfin arrivé. Le 18 juin 2014, Mark avait attendu ce moment, attendant son heure jusqu'à ce qu'il soit sûr que Harold serait seul ce soir-là. Après avoir vu Harold entrer chez lui seul, Mark décida qu'il était temps de récupérer l'arme de sa cachette. Il l'a mis soigneusement dans un sac avec une paire de gants. En conduisant vers chez Harold, la gravité de ce qu'il s'apprêtait à faire pesait lourd sur lui. Mais cela était noyé par le besoin écrasant de vengeance. Mark arriva chez Harold juste après 20 heures. Le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres sur le devant de la maison. Il a garé sa voiture quelques maisons plus bas, assez loin pour ne pas attirer l'attention avec l'arme cachée sous sa veste. Mark s'est approché de la maison en utilisant la clé de rechange qu'il avait prise à Harold il y a des années. La serrure a cliqué doucement quand il a tourné la clé et il est entré, fermant la porte derrière lui avec précaution. La maison était silencieuse, le seul bruit venant du léger bourdonnement du réfrigérateur dans la cuisine. Mark a avancé silencieusement dans le couloir, le cœur battant la chamade. Il a trouvé Harold assis dans le salon en train de lire un... Sans se douter du danger qui se cachait à quelques pas, Mark avança sans hésiter, sortant le pistolet de sa veste. Harold leva les yeux, ses yeux s'écarquillant de choc en reconnaissant la silhouette devant lui. Pas le temps de parler, pas de place pour des explications. Mark leva son arme et tira 2 fois, le bruit des coups résonnant dans la maison vide. Harold s'affaissa dans sa chaise, le livre tombant de ses mains alors que le sang s'accumulait sous lui. Mark resta là un moment, fixant ce qu'il venait de faire. L'homme qui avait été son père n'était maintenant qu'un corps sans vie devant lui. Mais il n'y avait aucune satisfaction dans cet acte, juste une sensation froide et vide qui s'installait dans sa poitrine. Il s'est vite mis à mettre en scène la situation, essuyant l'arme et la plaçant dans la main de Harold, réarrangeant la pièce pour donner l'impression qu'il y avait eu une lutte. Mark était méticuleux, s'assurant que rien ne pouvait le relier au crime. Le lendemain matin, Jennifer était chez elle en train de préparer le petit déjeuner pour les enfants quand on a frappé à la porte. Elle n'était pas, s'attendant à personne, le bruit l'a surprise quand elle a ouvert la porte. 2 policiers se tenaient sur le porche, leurs expressions graves. La vue de leurs uniformes a provoqué une vague de panique en elle, et son esprit s'est mis à courir avec la peur. « Madame Matthews ?» a demandé l'un des agents, d'un ton doux mais sérieux. Jennifer a confirmé en tremblant. « Je suis désolé de vous informer que Harold Matthews a été retrouvé mort chez lui tôt, ce matin. Apparemment, ça aurait mal tourné lors d'un cambriolage, » a dit l'agent en l'observant attentivement. La réaction de Jennifer était comme si son monde s'était mis à basculer. Elle a poussé un soupir, ses genoux fléchissant alors qu'elle s'appuyait contre le chambranle de la porte pour se soutenir. Les agents se sont dépêchés de l'aider, la faisant entrer alors que le choc la submergeait. Jennifer ne pouvait pas parler, son esprit tournant à 1000 à l'heure à cause de la nouvelle. Les policiers, sentant son détresse, lui ont demandé s'il y avait quelqu'un qu'il pouvait appeler. Mais Jennifer a simplement secoué la tête, les larmes coulant sur son visage, réalisant que Harold n'était plus là.
que l'homme avec qui elle avait partagé tant de choses était parti. La mort de Harold était trop difficile à supporter. L'enquête a commencé tout de suite. Le premier constat des flics pointait vers un vol qui avait mal tourné. Mais il y avait quelque chose qui clochait pour le détective en chef, John Harris. Il connaissait Harold depuis ses années dans la police et savait que ce n'était pas un homme facile à avoir. Il y avait trop d'incohérences, trop de questions sans réponse. Pendant que les flics interrogeaient amis et familles, la vérité sur l'affaire de Jennifer avec Harold a commencé à émerger. Ça n'a pas pris longtemps avant que des photos de détectives privés qui avaient été rangées parmi les affaires de Harold ont été découvertes par les enquêteurs. Cette affaire a ajouté une nouvelle couche de complexité au dossier. Et soudainement, la théorie du vol semblait moins plausible. Mark a été convoqué pour un interrogatoire le 25 juin 2014. Il s'était préparé à ce moment, sachant que la police finirait par frapper à sa porte. Son alibi était au mieux fragile. Il avait été seul chez lui la nuit du meurtre, sans personne pour corroborer son histoire. Les détectives, sentant l'inconfort le poussait à donner des détails, posant des questions auxquelles Mark avait du mal à répondre de manière convaincante. Quand ils ont fouillé sa voiture et sa maison, ils ont trouvé les gants qu'il avait portés la nuit du meurtre, cachés dans le garage. Les gants, bien que nettoyés, avaient encore des traces de poudre à canon qui reliaient Mark au crime. C'était un petit élément de preuve, mais suffisant pour faire voler en éclats la façade soigneusement construite de Mark. Face à l'accumulation des preuves, le flegme de Mark a commencé à s'effondrer. Au début, il a tout nié, mais les flics continuaient à pousser méthodiquement, décomposant ses défenses. Il commençait à réaliser qu'il ne pouvait pas parler de cette situation pour s'en sortir. Et la vérité sur ses actes pesait lourdement sur son esprit. Le 3 juillet 2014, la police avait rassemblé suffisamment de preuves pour arrêter Mark sous suspicion de meurtre. L'homme autrefois fier, déterminé à se venger de sa femme et de son père, était maintenant une ombre. Son visage était pâle et hanté quand les menottes ont été mises à ses poignets. Il a été accusé de meurtre au premier degré. Retiré sans caution, la gravité de son crime lui laissant peu d'espoir pour l'avenir. Pendant ce temps, Jennifer devait recoller les morceaux de sa vie brisée. L'homme qu'elle avait aimé était devenu un meurtrier. Son beau-père était mort. Et l'aventure qui avait semblé être une échappatoire à son mariage tumultueux avait mené à une tragédie inimaginable. Elle a demandé le divorce, déterminée à protéger ses enfants des conséquences des actes de Mark. Le procès de Mark a commencé le 15 août 2014. Avec l'accusation présentant un dossier solide contre lui, les preuves étaient accablantes. L'affaire, les gants avec des résidus de poudre à canon et les incohérences dans son alibi montraient tous sa culpabilité. Les photos du détective privé ont été présentées au tribunal, dépeignant un homme poussé à bout par la trahison et la jalousie. La défense a tenté d'arguer que Mark était temporairement fou, que l'affaire l'avait fait basculer, mais le jury n'était pas convaincu. La manière froide et calculatrice avec laquelle Mark avait commis le meurtre laissait peu de place au doute. Le 10 septembre 2014, le jury a rendu un verdict de culpabilité. Mark a été condamné à la réclusion à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Son destin était scellé par ses propres actes. Menotté, il était emmené et la vie pleine de promesses de Mark était réduite en cendres. Détruite par la vengeance qu'il avait soigneusement planifiée. Jennifer, dévastée par ce qui s'était passé, a quitté Jacksonville avec ses enfants. Elle cherchait un nouveau départ, espérant laisser derrière elle les horreurs du passé. Mais les souvenirs de l'affaire restaient présents. Le procès de Murmure la hanterait pour le reste de sa vie.